Ce que vous allez entendre dans les prochaines premières minutes risque de bouleverser radicalement votre compréhension de ce qui se joue actuellement au Moyen-Orient. Ce n'est ni une tentative de semer la panique, ni un récit dramatisé conçu pour générer de l'émotion facile. C'est une analyse froide, méthodique, stratégiquement fondée de ce qui vient de se produire sous nos yeux et qui redistribue fondamentalement les cartes de la puissance dans l'une des régions les plus volatiles de la planète. Une base militaire américaine a été intégralement détruite. Pas endommagée, pas partiellement neutralisée, mais bel et bien anéantie, réduite à un champ de cendres carbonisées, là où se dressaient encore quelques heures auparavant des hangars, des dépôts de munitions et des équipements de renseignement parmi les plus sophistiqués dont dispose l'armée américaine. Erbil, Irak. Une frappe coordonnée, massive, combinant drones et missiles dans un assaut d'une précision qui doit nous interpeller bien au-delà du spectacle des flammes que les vidéos ont diffusé à travers le monde entier. Car ce qui effraie véritablement dans cette affaire, ce ne sont pas les colonnes de feu visibles sur les images. C'est ce que cet incendie révèle sur l'état réel de la stratégie américaine dans la région et sur la capacité, ou plutôt l'incapacité, de ceux qui siègent à Washington à regarder la réalité en face avec l'honnêteté que les circonstances exigent impérativement. Depuis des décennies, j'observe et j'analyse l'expérience politique américaine à travers le prisme du libéralisme classique, de la retenue constitutionnelle et de la lucidité historique. Historique. J'ai toujours été convaincu que la santé d'une république se mesure à la capacité de ses citoyens et de ses dirigeants à affronter le réel sans illusion, à comprendre les limites intrinsèques du pouvoir étatique et à se guider par des principes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, mon intention est d'expliquer avec la plus grande rigueur comment nous en sommes arrivés à ce point critique et ce qu'il faut impérativement entreprendre pour restaurer dans notre vie publique cette exigence intellectuelle et cette prudence stratégique sans lesquelles toute grande puissance se condamne à des erreurs de calcul aux conséquences catastrophiques. Les événements d'Erbil ne sont pas un simple fait divers militaire. Ils constituent un signal d'alarme dont l'intensité devrait résonner dans chaque bureau du Pentagone, dans chaque commission du Congrès et dans chaque foyer américain qui se soucie de l'avenir de la République. Venons-en aux faits, car ce sont eux qui doivent structurer notre compréhension. Les images qui ont commencé à circuler dimanche soir montrent une colonne de fumée noire s'élevant au-dessus de la base aérienne sur fond d'explosions secondaires qui ont secoué le périmètre pendant plusieurs heures consécutives. Ce qui a provoqué cette gigantesque déflagration n'était ni une défaillance technique, ni un incendie accidentel, ni aucune des explications rassurantes que les premières heures de confusion permettent parfois de faire circuler. C'était une détonation en chaîne de l'intégralité des stocks de munitions entreposés sur le site. La chaleur dégagée par les premiers impacts de missiles et de drones, qui ont frappé avec une précision remarquable les zones de stockage les plus vulnérables de l'installation, a déclenché une série incontrôlable d'explosions qui s'est prolongée pendant des heures. Plusieurs correspondants présents dans la zone ont confirmé avoir distinctement entendu au minimum 3 puissantes détonations primaires provenant du périmètre de l'installation militaire, suivies d'une série ininterrompue d'explosions secondaires qui s'est étalée sur une durée considérable. Une telle durée est catégoriquement impossible dans le cas d'un simple incendie d'infrastructure civile. Ce phénomène ne se produit que lorsque ce qui brûle n'est ni du béton ni des matériaux de toiture, mais un arsenal militaire de dimensions considérables, des tonnes de munitions s'enflammant les unes les autres dans une réaction en chaîne impossible à contenir par quelque moyen que ce soit. Ce qui confère à cette frappe une signification véritablement historique du point de vue de l'analyse stratégique et constitutionnelle, c'est la question de sa paternité. Cette attaque n'a pas été menée directement par l'Iran en tant qu'État. Elle a été exécutée par l'une des nombreuses forces supplétives que Téhéran a méthodiquement déployées à travers la région et qui ont opéré avec une coordination tactique à la fois impressionnante par sa sophistication et profondément préoccupante pour les intérêts américains. Il s'agit spécifiquement du groupe Saraya Aulia al-Dam, une faction armée affiliée à ce qui se désigne comme la résistance islamique en Irak. Dans leur communiqué officiel, diffusé via leurs propres canaux de communication, cette formation a revendiqué le lancement d'un essaim de drones combiné à des missiles de nouvelle génération que les sources iraniennes décrivent comme des projectiles à efficacité renforcée. L'ampleur des destructions visibles sur les images accessibles corrobore sans ambiguïté ces revendications et ne laisse aucune place au doute quant à la réalité de ce qui s'est produit dans la nuit d'Erbil. Et voici le point que je tiens à souligner avec la plus grande insistance, car je considère qu'il constitue le fait le plus révélateur de toute cette situation et celui dont les implications à long terme sont les plus profondes. L'Iran n'a même pas eu besoin de mobiliser son arsenal de premier échelon. Ce qui a rasé cette base était constitué de technologies transférées aux milices irakiennes, perfectionnées dans les conditions du théâtre ukrainien et déployées par des forces non étatiques qui ont assimilé avec une discipline méthodique les leçons des conflits récents. Prenez un moment pour mesurer la portée de cette réalité. Ce n'est pas une armée régulière qui a frappé.
Ce n'est pas un État disposant d'un système d'armement reconnu et d'une chaîne de commandement officielle. Ce sont des milices s'opérant dans la zone grise du droit international, armées d'équipements qui ont été rodés sur un champ de bataille européen avant d'être adaptés au contexte moyen-oriental. Les conséquences de cette réalité pour la doctrine militaire américaine et pour le concept même de présence des forces armées des États-Unis dans une région qui démontre de plus en plus ouvertement sa capacité à infliger des dommages inacceptables à ceux que l'on considérait encore récemment comme invulnérables sont absolument colossales et méritent une réflexion d'une profondeur que le débat public actuel est loin d'offrir. La base touchée n'était pas un avant-poste secondaire ni une installation périphérique de faible importance. Elle était située à proximité immédiate de l'aéroport international d'Erbil dans le Kurdistan irakien et fonctionnait comme centre opérationnel pour les forces américaines déployées dans le nord de l'Irak. Son enceinte abritait du personnel militaire, des unités de renseignement, des drones de surveillance et un arsenal de munitions significatif incluant, selon les informations disponibles, des composants de systèmes de défense antimissiles Patriot. Son positionnement stratégique permettait aux États-Unis de projeter leur puissance dans la région, de coordonner des opérations avec les forces armées kurdes et de maintenir une présence dissuasive dans une zone d'une sensibilité géopolitique exceptionnelle. Perdre un tel dispositif ne revient pas à perdre un simple bâtiment. C'est voir s'effondrer un maillon essentiel de l'architecture sécuritaire que Washington a bâti pierre après pierre dans cette partie du monde. Par ailleurs, il existe des raisons sérieuses et documentées de penser que c'est précisément depuis cette base qu'a été coordonnée l'opération ayant abouti à l'élimination du guide suprême iranien. Si cette information s'avère exacte, et les éléments disponibles pointent dans cette direction avec un degré de cohérence remarquablement élevé, alors le tableau de ce qui se déroule sous nos yeux acquiert une dimension radicalement différente. Ce à quoi nous assistons n'est pas une attaque désordonnée lancée par des acteurs irrationnels agissant sous le coup de l'émotion. C'est une opération de représailles minutieusement planifiée, exécutée selon une logique que l'on peut et que l'on doit rejeter sur le plan moral, mais dont la cohérence stratégique intellectuelle est impossible à nier pour quiconque s'efforce d'analyser les faits avec objectivité. Ceux qui ont été frappés avaient eux-mêmes frappé les premiers. Voilà la séquence que l'honnêteté analytique oblige à reconnaître, non pas pour justifier la violence ou pour excuser quelque camp que ce soit, mais pour ne pas se réfugier derrière des omissions commodes qui empêchent toute compréhension véritable des dynamiques en jeu. Les détonations secondaires visibles sur les vidéos, celles qui se sont prolongées pendant des heures entières, s'expliquent par une cause technique parfaitement identifiable. Les projectiles ont touché directement le dépôt de munitions, y compris les stocks de missiles Patriot entreposés sur la base. Lorsqu'un arsenal de cette envergure s'embrase, nous parlons littéralement de tonnes de matériel militaire consumé dans un seul événement catastrophique de détonation en chaîne. C'est la raison pour laquelle l'incendie était visible à des dizaines de kilomètres. C'est la raison pour laquelle les flammes ne se sont pas éteintes en quelques minutes, mais ont fait rage pendant des heures interminables. Et c'est précisément la raison pour laquelle les images satellites prises avant et après la frappe ne montrent pas une base endommagée, mais un champ de débris noircis à l'emplacement exact où se trouvait, 24 heures plus tôt, une installation militaire pleinement opérationnelle. Le contraste entre ces clichés est si saisissant, si implacable dans sa précision documentaire, que toute tentative de minimiser l'ampleur de ce qui s'est produit s'effondre au premier contact avec les preuves visuelles. Les images ne mentent pas et ne connaissent pas la diplomatie. Je souhaite maintenant décortiquer la tactique employée lors de cette frappe, car elle révèle une évolution doctrinale que les analystes occidentaux ont sous-estimée bien trop longtemps. Et les conséquences de cette sous-estimation sont désormais visibles pour le monde entier dans les flammes au-dessus d'Erbil. Ce qui a été utilisé porte, dans la terminologie militaire, le nom de tactique de saturation par essaim de drone. Le principe est aussi simple dans sa conception que dévastateur dans son application opérationnelle. Une première vague massive de drones est lancée avec un objectif unique et délibéré. Contraindre les systèmes de défense antiaérienne, en l'occurrence les batteries Patriot, à épuiser l'intégralité de leurs intercepteurs disponibles. Chaque drone, même le plus rudimentaire et le moins coûteux, force le système de défense à prendre une décision d'interception, consommant un missile d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars pour neutraliser un objet qui en vaut quelques milliers à peine. C'est l'économie de l'attrition dans sa forme la plus pure et la plus impitoyable. Une fois que les batteries ont épuisé leur capacité de réponse face à cette première vague sacrificielle, survient la deuxième, composée de missiles de haute précision qui pénètrent jusqu'à leur cible sans rencontrer de résistance efficace. Les systèmes défensifs, conçus sur la base d'algorithmes qui ne sont pas toujours capables de distinguer avec une fiabilité suffisante un petit drone d'un missile de gros calibre, dilapidant leurs ressources durant la première phase et se retrouvent dans une vulnérabilité critique face à la seconde.
Cela n'a rien d'une improvisation de miliciens amateurs. C'est une victoire à la fois ingénierique et doctrinale, fruit d'années de travail ciblé et d'investissement méthodique dans la recherche de la faille de l'adversaire. Cette tactique n'est pas née de la veille et n'a pas surgi spontanément dans un camp d'entraînement quelconque perdu dans le désert. L'Iran l'a développée et perfectionnée au fil des années, avec une particularité que je ne peux passer sous silence tant elle est déterminante pour comprendre la suite des événements. C'est dans le conflit ukrainien que ces systèmes ont subi leur baptême du feu industriel. L'Iran est le principal fournisseur de drones pour la Russie sur ce théâtre d'opération. Ce que les ingénieurs et les stratèges iraniens ont appris en observant comment leurs appareils se comportaient face aux systèmes de défense occidentaux en Ukraine, quelle trajectoire permettait d'échapper à la détection, quelle vitesse et quelles altitudes étaient optimales pour percer les défenses, quelle combinaison de moyens offensifs créant la surcharge des systèmes antiaériens, tout ce savoir a été transféré et adapté au contexte moyen-oriental avec une efficacité redoutable. Nous sommes face à un transfert de connaissances combattantes en temps réel, et ce phénomène devrait susciter chez nous une inquiétude de la plus haute intensité, tant par ses conséquences immédiates que par ce qu'il annonce pour les confrontations à venir. Le théâtre ukrainien est devenu, dans les faits, et sans que personne ne l'ait véritablement anticipé, un laboratoire d'essais à l'échelle mondiale, et les résultats de ces essais sont maintenant appliqués contre des installations américaines avec une efficacité meurtrière qui oblige à repenser de fond en comble les hypothèses sur lesquelles repose notre posture défensive. Des sources au sein des forces de sécurité irakiennes, interrogées par des médias régionaux, ont confirmé que les drones utilisés dans cette frappe avaient été lancés depuis des points situés au sud d'Erbil, précisément depuis des zones contrôlées par les milices chiites dans la province de Kirkouk. Ce détail explique pourquoi les systèmes de détection précoce n'ont pas réussi à identifier la menace dans des délais suffisants pour organiser une riposte. La trajectoire de vol avait été délibérément tracée à travers le relief montagneux de la région afin d'exploiter au maximum la topographie pour échapper à la couverture radar. Les gorges et les replis du terrain créaient des couloirs naturels d'ombre radiotechnique dans lesquels les drones demeuraient invisibles jusqu'aux toutes dernières minutes précédant leur passage en phase d'attaque terminale. Au moment où la base américaine a pu identifier la menace entrante et activer ses protocoles défensifs, le temps nécessaire pour une réponse efficace était déjà écoulé. Tout avait été planifié avec une minutie que l'on qualifierait d'impeccable si le terme n'avait pas une connotation si dérangeante appliquée à un acte de destruction. La coordination entre les essaims de drones et les salves de missiles a produit exactement cet effet de saturation qui a neutralisé les défenses dans les instants décisifs. Ces quelques secondes critiques où la frontière entre dommages limités et catastrophe totale s'est effacée de manière irréversible. Ceci m'amène à une réflexion plus large que je juge absolument indispensable pour saisir le contexte historique de ce qui est en train de se dérouler. Ce que nous avons vu cette nuit ne constitue pas un événement isolé, surgi de nulle part comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est la manifestation la plus récente et visuellement la plus choquante d'une escalade qui a débuté avec les bombardements conjoints des États-Unis et d'Israël sur le territoire iranien, lesquels ont inclus, selon les informations disponibles, des frappes contre plus d'1 millier de sites différents, sur le sol iranien et sur les positions des forces iraniennes. L'Iran a riposté par plus d'une centaine de ses propres missiles, en plus de ceux tirés par ses forces supplétives, positionnés stratégiquement dans plusieurs pays de la région. Le Hezbollah a lancé des roquettes contre des positions israéliennes sur le plateau du Golan. Les Houthis du Yémen ont ciblé des navires de guerre en mer Rouge. En Irak, des centaines de manifestants pro-iraniens ont tenté de prendre d'assaut la zone verte de Bagdad, où se situe l'ambassade américaine. Le bilan est accablant, des dizaines de morts à travers la région et une escalade régionale généralisée qui, il y a quelques mois encore, relevait du scénario catastrophe hypothétique et qui constitue aujourd'hui une simple description objective de la situation sur le terrain. La résistance islamique en Irak a mené, selon les rapports disponibles, pas moins de 23 opérations distinctes le dimanche contre des bases américaines dans la région, touchant des cibles au Qatar, au Koweït, au Bahreïn, aux Émirats arabes unis et en Jordanie. L'opération porte un nom de code faisant directement référence aux engagements de venger la mort des commandants iraniens et du guide suprême lui-même. Ce n'est pas de l'improvisation. C'est la mise en œuvre d'une doctrine de riposte que l'Iran et ses alliés ont méthodiquement élaborée pendant des années avec une patience stratégique que les gouvernements occidentaux ont sous-estimée à répétition avec une constance qui confine à l'aveuglement volontaire. Chacune de ces frappes représente un élément d'un dessein unitaire. Chaque opération s'inscrit dans une logique d'ensemble et l'envergure même de la coordination témoigne d'une planification amorcée bien avant le prétexte immédiat qui a servi de déclencheur.
Je me dois ici d'apporter une clarification qui me paraît depuis longtemps nécessaire, car j'observe une confusion tenace dans certains cercles du débat public autour de ce conflit. Une confusion qui rend impossible toute analyse sérieuse et qui déforme la compréhension de ce qui est véritablement en jeu. L'Iran n'est pas un État de gauche ou de droite au sens où ces catégories fonctionnent dans le discours politique occidental contemporain. L'Iran est un État théocratique. Son architecture institutionnelle ne repose ni sur la souveraineté populaire telle que nous la concevons, ni sur une représentation élective authentique comme source ultime de légitimité politique. Le guide suprême n'est pas un président élu démocratiquement et n'est pas le secrétaire général d'un parti politique. C'est une autorité simultanément politique et religieuse dont la légitimité procède d'une doctrine islamique spécifique, le velayat e faqih, c'est-à-dire la tutelle du juriste islamique sur l'État et la société dans leur totalité. Réduire ce conflit à un affrontement entre socialisme et capitalisme, entre gauche et droite, constitue une erreur catégorielle fondamentale qui aveugle celui qui la commet et le prive de la capacité de percevoir les véritables motivations, la logique interne et les contraintes réelles du régime iranien. La clarté conceptuelle est la condition première de toute analyse politique responsable, et cette clarté exige de reconnaître que nous sommes face à la collision entre une puissance théocratique régionale aux ambitions hégémoniques amplement documentées et une superpuissance occidentale dont la présence militaire dans la région est remise en cause de manière croissante, tant par ses adversaires extérieurs que par ses propres citoyens qui posent, avec une légitimité absolue, la question essentielle. Quel est l'objectif concret de cette présence et à quel prix humain, financier et stratégique est-elle maintenue ? Les images satellites révèlent un contraste saisissant entre l'état de l'installation avant et après la frappe. Un contraste brutal et définitif qui ne laisse aucune marge à l'interprétation alternative. Là où se dressait une base fonctionnelle dotée de bâtiments en dur, de hangars, d'entrepôts et d'équipements militaires considérables, il ne subsiste plus qu'un espace recouvert de décombres calcinés. Les flammes n'ont pas seulement consumé le dépôt directement touché par l'impact initial. Le feu s'est propagé aux structures adjacentes, détruisant la quasi-totalité du complexe dans une conflagration qui a duré des heures et engendré des explosions secondaires visibles et audibles à une distance considérable. L'ampleur de cette destruction dépasse ce que les premières estimations laissaient entrevoir et témoigne d'une vulnérabilité structurelle qui devrait hanter les planificateurs militaires américains. Dans les premières heures, les responsables officiels ont affirmé que tous les projectiles avaient été interceptés, qu'aucune attaque n'avait atteint sa cible, que les systèmes de défense avaient fonctionné de manière irréprochable. Les images disponibles, y compris une séquence vidéo qui capture le moment précis de l'impact d'au moins un missile sur les infrastructures de la base, contredisent directement et sans la moindre ambiguïté cette version officielle. Cela ne me surprend aucunement. J'ai observé ce schéma avec une régularité déconcertante dans chaque conflit contemporain. La première réaction institutionnelle face à une catastrophe consiste invariablement à minimiser les dégâts, à contrôler le récit initial, à formuler des communiqués rassurants destinés à gagner du temps. La réalité, avec cette patience imperturbable qui distingue toujours les faits de la rhétorique, finit immanquablement par se frayer un chemin jusqu'à la lumière. On peut maîtriser le premier cycle médiatique, on peut rédiger des communiqués apaisants. Mais les satellites ne mentent pas. Les vidéos ne mentent pas, et l'ampleur des destructions possède sa propre éloquence irréfutable contre laquelle aucun exercice de communication ne peut durablement prévaloir. Concernant les pertes, le Pentagone n'a confirmé aucun chiffre. Les responsables officiels maintiennent qu'il n'y a eu aucun mort parmi le personnel de la base. Permettez-moi d'être parfaitement direct. Cette affirmation, confrontée à l'ampleur indéniable de ce que les images révèlent, manque singulièrement de crédibilité pour tout observateur analysant les faits sans œillères idéologiques. Lorsque le président Trump évoque la nécessité d'une réponse à l'agression iranienne contre le personnel militaire américain, il emploie une formulation qui implique des victimes. Les mots en politique ont un poids, et les mots ont des conséquences concrètes. Aucun président des États-Unis ne recourt à une formulation aussi spécifique si elle n'est pas étayée par des pertes qui justifient l'escalade rhétorique et les menaces de représailles qui s'ensuivent. Prétendre qu'une base de cette envergure a été intégralement détruite sans la moindre victime revient à solliciter un degré de crédulité que je suis dans l'impossibilité d'accorder. Ce n'est pas du cynisme, c'est de l'arithmétique élémentaire des probabilités combinée à des décennies d'observation de la manière dont les gouvernements gèrent de l'information en situation de crise militaire. L'histoire regorge d'exemples où les bilans initiaux ont été revus drastiquement à la hausse une fois la poussière retombée et les enquêtes achevées. Le président Trump a déclaré que les opérations militaires se poursuivraient pendant encore 4 semaines. L'Irak, de son côté, a déjà condamné les bombardements américains sur son territoire et réitéré officiellement qu'il ne tolérera pas l'utilisation de son sol comme plateforme pour des agressions contre les États voisins. Cette déclaration reflète l'ambiguïté saisissante de la position irakienne.
Un gouvernement qui dépend économiquement et sécuritairement de la présence américaine, mais dont la base politique intérieure est profondément perméable à l'influence des milices pro-iraniennes opérant avec une autonomie substantielle à l'intérieur des frontières irakiennes. C'est une contradiction structurelle que Bagdad n'a pas réussi à résoudre en 2 décennies et que le conflit actuel met à nu avec une brutalité particulière. L'Irak est simultanément pays hôte et otage, allié et champ de bataille. Et cette dualité impossible détermine chaque mot prononcé et chaque silence observé par les responsables irakiens en ces jours critiques où chaque déclaration engage l'avenir du pays tout entier. Les prix du pétrole ont bondi de manière spectaculaire. Ce n'est pas un détail secondaire ni une donnée réservée aux seuls analystes boursiers. C'est la traduction économique immédiate de l'incertitude géopolitique dans une région qui produit une proportion considérable de l'énergie alimentant l'économie mondiale. Lorsque l'approvisionnement énergétique en provenance du Golfe Persique est perçu comme menacé, les marchés réagissent avec une rapidité et une sévérité qu'aucun gouvernement n'est en mesure d'anticiper pleinement ni d'atténuer complètement. Les conséquences de cette réaction se répartissent de manière profondément inégale et frappent de façon disproportionnée les économies les plus fragiles et les citoyens disposant de la moindre capacité à absorber le choc. Pour des millions de personnes à travers le monde qui n'ont jamais entendu parler d'Erbil et qui seraient incapables de situer l'Irak sur une carte, la hausse du prix du baril de pétrole se traduit concrètement par une augmentation du coût des denrées alimentaires, des transports, du chauffage, par une compression supplémentaire d'un espace de survie quotidienne déjà dangereusement réduit. La géopolitique ne reste jamais confinée dans les limites des cartes d'état-major et des salles de commandement stratégiques. Elle finit inévitablement par s'infiltrer dans les portefeuilles et sur les tables de cuisine des familles ordinaires, et c'est là, dans cette intimité du quotidien, que se mesure son véritable coût humain. Ce que nous observons pour dresser une synthèse de l'ensemble, représente un authentique point de bascule dans la dynamique de l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine, une installation militaire américaine de cette envergure et de cette importance stratégique a été intégralement détruite non pas par une armée régulière identifiable avec ses uniformes et sa chaîne de commandement officielle, non pas par une puissance reconnue ayant émis une déclaration de guerre formelle, mais par des formations armées disposant de technologies transférées par l'Iran, lequel a à son tour acquis et adapté des connaissances provenant du champ de bataille européen. L'opération a été conduite avec une coordination tactique témoignant de mois de planification minutieuse, d'un renseignement détaillé sur les cibles, d'une étude approfondie des algorithmes de fonctionnement des systèmes de défense antiaérienne et d'un calcul du timing de la frappe d'une précision qui ne laisse aucun doute sur le professionnalisme de l'exécution. Voilà la nouvelle réalité à laquelle nous sommes confrontés. Des acteurs non étatiques sont désormais capables d'infliger des défaites stratégiques à une superpuissance en utilisant des moyens asymétriques dont le coût est inférieur de plusieurs ordres de grandeur à celui des systèmes défensifs qu'ils sont conçus pour surmonter. Cette réalité engendre des questions fondamentales auxquelles, apparemment, aucun responsable à Washington n'est disposé à répondre avec franchise devant les citoyens américains. Quelle est la stratégie de sortie ? Quel est l'objectif politique concret et mesurable de cette escalade ? Quelles conditions spécifiques définissent le succès ? À quoi ressemble la victoire ? Et qui, au Congrès des États-Unis, a formellement autorisé ces opérations conformément aux paramètres que la Constitution exige, avec une clarté qui ne souffre aucune ambiguïté ? Ces questions ne sont pas des ornements rhétoriques destinés à ponctuer élégamment un discours. Elles constituent le cœur même de ce qui distingue une république constitutionnelle d'un empire agissant selon le bon vouloir du pouvoir exécutif, et y renoncer revient à renoncer à l'essence même du projet républicain. Depuis des décennies, je défends la position selon laquelle la Constitution des États-Unis n'est pas un document ornemental que l'on cite dans les discours solennels pour l'ignorer dans la pratique quotidienne du pouvoir. C'est un cadre juridique contraignant à l'intérieur duquel le pouvoir exécutif est tenu d'opérer, y compris et surtout en temps de guerre, précisément lorsque la tentation de concentrer l'autorité et de contourner les garde-fous constitutionnels est la plus forte et la plus dangereuse. L'article 1er confère au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre. Ce pouvoir ne peut être délégué indéfiniment et ne peut être commodément remplacé par des autorisations de recours à la force votées 2 décennies auparavant dans des circonstances radicalement différentes de celles auxquelles nous faisons face aujourd'hui. L'autorisation d'emploi de la force militaire de 2001 était une réponse à un événement spécifique et à une menace précise. L'invoquer un quart de siècle plus tard pour légitimer des opérations militaires d'une nature et d'une échelle entièrement différentes ne constitue pas une continuité juridique, mais une fiction juridique.
Et une fiction d'autant plus périlleuse que l'accoutumance l'a rendue invisible. Une république constitutionnelle qui prend des décisions militaires sans que l'organe législatif remplisse sa fonction délibérative ne cesse pas d'être une république simplement parce qu'elle continue d'en porter le nom. Mais elle devient moins honnête envers elle-même et cette malhonnêteté, avec le temps, corrode les fondements mêmes de légitimité sur lesquels repose l'ordre institutionnel. Tandis que les incendies achèvent de se consumer à Erbil et que les missiles continuent de sillonner le ciel du Moyen-Orient dans toutes les directions, je me pose cette question avec une gravité que je ne cherche pas à dissimuler. Quelqu'un à Washington réfléchit-il avec la profondeur et le sérieux que ce moment historique exige impérativement? Car l'histoire est impitoyable envers ceux qui improvisent dans les moments qui réclament une doctrine. Impitoyable envers ceux qui confondent la rhétorique incendiaire avec une stratégie mûrement réfléchie. Et particulièrement impitoyable envers ceux qui portent le fardeau du pouvoir et qui choisissent le confort des récits arrangeants plutôt que l'inconfort de la vérité. Chaque guerre engagée sans objectif clair et sans mécanisme de conclusion est devenue un piège stratégique dans lequel ressources, vies humaines et capital politique ont disparu dans les sables mouvants de l'indétermination. Le Vietnam, l'Irak de 2003, l'Afghanistan, la liste est assez longue et assez douloureuse pour servir d'avertissement, mais semble-t-il insuffisamment convaincante pour modifier les comportements de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir. Cette nuit, une base militaire qui incarnait la projection de la puissance américaine dans le nord de l'Irak a été réduite en cendres. Les munitions ont brûlé, les bâtiments se sont effondrés. Mais les questions que cet incendie soulève ne s'éteindront pas avec la fumée. Elles se dresseront devant nous avec une urgence croissante dans les semaines et les mois à venir. Et de la qualité des réponses apportées à ces questions dépend non seulement l'issue de ce conflit particulier, mais aussi la nature de la République que les États-Unis seront à la sortie de cette épreuve. Une république fidèle à ses principes constitutionnels et capable de lucidité stratégique, ou une puissance ayant perdu le lien entre ses valeurs proclamées et ses actes réels. Les enjeux ne pourraient être plus élevés, et le temps dont nous disposons pour fournir des réponses honnêtes, et à dire vrai, déjà épuisé.